des médias. Le goût des médias. Le son des qualités et les belles images qui nous émerveillent. Niragongoma Production. Une production audiovisuelle. Qui parle de vous comme dans vos rêves. Salut à tous et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Je suis Ali Kahashi, le directeur créatif à Niragongoma Production et je vous présente ces podcasts. NNP Niragongoma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et des qualités. Dans ce 10e épisode du NNP Podcast, nous discutons avec Vianney Bissimwa sur sa vie et le rôle de la culture comme catalyseur de la paix dans la ville de Goma et dans la région de Grand Lac. Quel accomplissement y a-t-il eu des changements? Quels sont les défis? Nous les saurons dans ce nouvel épisode du NNP Podcast. Signalons que Vianney Bissimwa est directeur régional chez Sahel Center for Civilian Conflict au Mali. Je suis déjà avec Vianney Bissimwa dans le studio de NNP. Bonjour Vianney. Bonjour cher ami. Je sais que vous êtes vraiment un homme très sollicité. Nous sommes super honorés de votre présence. Mais aussi, je tenais avec l'équipe de NNP de vous présenter toutes nos sincères condoléances. Nous savons que pas seulement vous, mais toute la ville de Goma et également à NNP particulièrement, que nous avons perdu un être vraiment très très cher qui est Monsieur Éric Delamotte. Donc, d'abord, nos condoléances par rapport à cette perte. Merci à nous tous pour oui. En tout cas, à nous tous, pour toute la ville de Goma, nous plairons vraiment la personne de M. Éric. Exactement. Alors, essayons de parler un peu de vous, Vianney. Où est-ce que tu as grandi? Moi, je grandis à Goma. Je me définis comme un enfant de Goma. Je ne suis pas né ici à Goma, je suis né à Bukavu. Je crois que, voilà, depuis tout petit, presque quand j'avais encore, 4 ans ou 5 ans, ma famille est venue vivre ici à Goma. Et depuis lors, je suis de Goma. Et c'est là que j'ai grandi. On a passé un peu de temps à l'office. À l'époque, on disait office. Office Wangen. Voilà, exactement. Je parie que vous êtes parmi ceux qui ont créé ce nom-là. Non, pas du tout. J'étais encore tout petit quand on a vécu là-bas. OK. Et puis très vite, on est allé vers Afiabora. Et mon père est parmi les tout premiers à construire là-bas. Quand on y était tout jeune, c'était encore un peu... pas comme c'est aujourd'hui, quoi. Mais il y avait du monde, il y avait de la vie. Et donc, j'ai grandi un peu à Katindo. J'ai étudié à l'école communautaire du Lac. Mon père est un des membres fondateurs de cette école à l'époque. Et puis, après l'école communautaire du Lac, j'ai étudié au collège Mwanga. J'ai appris beaucoup de choses, je crois. Et beaucoup de mes meilleures expériences de la vie, des risques que j'ai pris, c'est là-bas. Et puis, j'ai fait l'université de Goma. J'ai fait l'Unigom. Donc, voilà, je suis, comme on dit, un pur produit de Goma, de mon école maternelle jusqu'à mon université. C'est à Goma que j'ai vécu. Comment a été la vie à cette époque-là à Goma? Comment a été la jeunesse? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois actuellement qui ont changé par rapport à ce qu'était Goma à l'époque? Ouais, il y a plusieurs époques. Pour les maternelles, je ne me rappelle pas. Ouais, c'est mais sûr. Lorsque je commence le secondaire, ou bien la partie dont je me souviens beaucoup à l'école secondaire, c'est que moi, dès la première année secondaire, j'étais impliqué dans des initiatives culturelles. Il y avait plein d'initiatives culturelles au collège, plein. Des concours de dessin, au concours de génies en herbe, en passant par des concours de poésie, ce qu'on appelait le promo à l'époque, mais qui combinait les promos scolaires, qui combinaient la musique, les défilés, les génies en herbe, la culture.
il y avait cela, il y avait beaucoup de sorties, hein, aller à Bouimba. La ville était bouillonnante, là. Il y avait tout le temps des activités culturelles. Je me rappelle même à l'époque, dans mon quartier, à Katindo, je suis tout jeune, mais ma sœur aînée et d'autres avaient créé une structure qu'on appelait la Renaissance des jeunes des Katindo, je crois. Et c'était une structure culturelle où les gens se retrouvaient pour pouvoir partager. Ce qui a changé, je crois, c'est que maintenant, il y a beaucoup de structures qui sont nées, qui sont actives. Mais il y a quelque chose d'authentique qui manque dans beaucoup de ces structures-là, que je vois ailleurs, qui existent ailleurs, qu'il n'y a pas dans certaines, mais j'imagine que même à l'époque, c'était le cas. Toutes les structures ne devaient pas être authentiques. C'est quoi, par exemple? Il y a le côté... à l'époque, il y avait l'idée de pouvoir promouvoir le plus jeune. Moi, je me rappelle, on me prenait, on me disait, viens avec nous dans ces trucs de renaissance de jeunes de Katindo. Même dans les milieux chrétiens, à l'époque, moi, je fréquentais le full gospel et j'étais tout jeune quand on me prenait pour aller là-bas avec les autres. J'ai comme l'impression, peut-être que j'ai tort, que ça manque. J'ai comme l'impression qu'à Goma, on manque de big brothers ou bien de big sisters. Tu vois, ces genres de gens qui te prennent tout petit, qui te font confiance et qui vont avec toi. Viens m'accompagner à telle réunion, viens m'accompagner dans telle structure. Est-ce que tu as vu ce qu'on a fait? Moi, je me rappelle quand je commençais avec les gens du full gospel, la première chose qu'on m'a donnée comme tâche, c'était de m'occuper de la bibliothèque qu'ils avaient. Ils disaient, lui, il lit beaucoup. Vous savez, c'est important. Tout jeune, quelqu'un te regarde et te dit, tu vas t'occuper de la bibliothèque. Oui. C'est une confiance terrible qu'on te donne. Et moi, je croyais dans les livres et j'y crois toujours. Je crois que ça manque. Peut-être que j'ai tort, hein, mais j'ai comme l'impression que ça manque. Ces grandes sœurs et ces grands frères qui décident de te donner ou de se donner à toi. Gratuitement, sans calcul, hein, sans prétexte, sans calcul quelconque, mais parce qu'il a vu en toi un potentiel quelconque et il décide d'investir en toi. Je trouve que ça manque maintenant. Moi, on m'a fait confiance tout jeune. Au collège Mwanga, j'ai commencé à animer les jeunisses en herbe alors que je n'étais qu'en 4e secondaire. C'était réservé aux gens qui étaient en 6e. J'ai connu des gens, de grands frères, de parents qui t'ont fait confiance. J'ai donné beaucoup des idées que j'avais à des gens et des gens ont appuyé. Je pense que ça manque. Nous manquons aujourd'hui. Je crois qu'il y en a, mais j'aimerais qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Des gens qui vont dire aux autres, vas-y, je crois en tes rêves, avance. Ça manque. Actuellement, j'ai remarqué aussi apparemment à une sorte de carence de leadership. Ouais. Parce que je me rappelle que même le promo scolaire, toutes les activités culturelles étaient initiées par nos aînés qui étaient en 6e secondaire, qui étaient un peu plus âgés que nous. Mais actuellement, je ne sais pas dans quoi les jeunes sont occupés. Dans rien, en fait, en réalité. Ils font rien. Ils se réveillent le matin, ils se lavent. Pour certains, ils vont à l'école et ils apprennent. Pour les plus disciplinés ou les plus studieux, ils restent étudier, ils reviennent à la maison. Ils voient 1 ou 2 minutes la télé. Ils vont chercher puiser de l'eau parce que Goma, c'est un enfer pour avoir de l'eau. Ils rentrent à la maison et puis un point trait. C'est une vie de routine. Nous ne les poussons pas à l'excellence. Nous ne les poussons pas à lire. Moi, j'ai aimé la lecture. C'est au travers des grands frères ou des grandes sœurs que j'ai connus. Qu'il y a lu un livre. J'ai lu un Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Je l'ai lu en 2e secondaire. Tu t'imagines? Aujourd'hui, quand j'en parle et quand je le relis encore, c'est autrement. Mais parce que quelqu'un l'avait lu. Et une grande sœur, quand je dis grande sœur, ça peut ne pas être ma propre grande sœur biologique, mais grande sœur, c'est la grande sœur du quartier ou de l'école. Et m'a dit, il faut que tu lises ce livre. Tout petit, tout jeune. Pas d'excuses. Oh, il y a beaucoup de pages, tu dois lire ce livre. Il est important que s'il y a ces gens-là, qu'ils continuent, et que s'il n'y en a pas, que les grands frères qui nous écoutent ou les grandes sœurs qui nous écoutent prennent leurs responsabilités en main. Le plus important n'est pas que les petits t'admirent parce que tu as une belle voiture. C'est bien aussi, hein, pour ceux qui aiment les voitures. Le plus important, c'est pas qu'ils nous admirent et qu'ils nous appellent boss, patron, grand frère, pour ce qu'on va leur donner. Le plus important, c'est qu'on croit en eux, qu'on le laisse grandir et s'investir
qui grandissent, qu'on soit comme des mentors et des exemples pour eux, qu'on les apprenne à lire, à prendre des initiatives. S'ils viennent nous dire j'ai un projet, j'ai une idée que j'ai envie de mettre en œuvre, faut pas le dire tu ne vas pas réussir, qui va financer, qui va t'appuyer. Au contraire, c'est comment je peux faire pour t'aider. Je trouve qu'il y en a maintenant, je n'ai pas envie de régner, parce que moi je le suis pour certaines personnes, mais je pense que c'est très peu par rapport à mon époque. Et ça, pour moi, ça manque. Après, il y a des choses aussi que je trouve qui n'existaient pas et qui n'existent toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand j'étais à l'université de Goma, j'ai organisé le tout premier concours de génie en herbe à l'université. J'étais président de la faculté de l'agronomie. J'ai envie de dire peut-être un des rares concours qu'il y a eu. J'imagine qu'il y en a eu d'autres. Mais je me suis demandé pourquoi il n'y a pas ce genre de choses dans les universités. Et quand il y en a, pourquoi c'est réservé à un petit groupe? Je sais qu'il y a des clubs de lecture, je sais qu'il y a des clubs mais pourquoi la culture, dans sa diversité, l'art, nous ne sommes pas arrivés, même à notre époque, à faire en sorte que les jeunes aiment l'art. Et que tous les jeunes qui pratiquent l'art, vivent de l'art, soient reconnus pour leur art et ne se questionnent pas finalement sur leur avenir en se disant que être artiste signifiera pour moi mourir pauvre, où je finirai par finalement chanter et balancer les notes de gens pour vivre. Déjà à mon époque, je pense que l'art n'était pas très valorisé. Et je trouve que même maintenant, ce n'est pas valorisé comme je l'aurais bien voulu. Et je trouve qu'il y a une beauté dans l'art qui transmet la paix. Et parfois, j'ai comme l'impression que c'est peut-être lié au traumatisme aussi. Le temps de contempler une œuvre d'art qui est peinte par notre ami, et de revenir à l'intérieur, de se laisser percer par cela et pouvoir recevoir un message, nous le consacrons toute la pensée à demain. Je crois aussi que la ville s'est un peu abîmée, pas par la faute des jeunes de la ville, mais avec les guerres. On a connu jusque la guerre à Goma. On a annulé la première édition du festival qui devait avoir lieu en 2013, en août, parce que Goma était en train d'être bombardée. La ville a été bombardée, on a connu la guerre, les gens sont venus des villages pour venir à Goma. Ça change. Et tu sais, on n'en parle pas. On ne parle pas finalement des blessures qu'on a connues. Hein. Quelqu'un me rappelait qu'il y a un moment, j'étais invité dans une émission à la radio et j'avais dit qu'on est presque tous traumatisés. Parce qu'un jeune qui est né en 1994 ou une année avant, qu'est-ce qu'il a connu d'autre? Il n'a connu que la guerre. Évidemment, et on continue à vivre ça. Il y a certains jeunes que je vois qui plongent dans le martyrisme excessif. Et quand ils sont critiqués, moi j'y vois plutôt un appel à l'aide. Une forme de reconnaissance sociale. Un désir de réussir malgré les plaies que nous portons. Et quand tu réussis, il faut que tout le monde le voie et on va utiliser les manières les plus extravagantes pour le démontrer. Il y a aussi un désir, encore une fois, je n'ai pas envie de généraliser, mais je vais aussi parler des choses positives que j'ai vues, hein, mais j'ai aussi vu un désir effréné de s'enrichir trop vite et parfois sans effort. Et ça fait de la peine parce qu'il n'y a rien de durable qui se construit sans effort. Sûr. Et lorsque c'est une richesse qui se construit sans effort, elle peut être plus nuisible même à celui qui la possède et après aux autres qu'elle ne peut être utile. Le désir de raccourci, la permanence des copes, la permanence de... Il y a un nouveau nom pour le COP actuellement. Ah, ok. Ça s'appelle Djema. Je viens d'apprendre. La permanence des Djema. Oui. Finalement, la valorisation de quelqu'un par rapport à ce qu'il a et pas par rapport à ce qu'il est ou aux valeurs qu'il partage ou à son intelligence ou à l'art qu'il a, pour moi, sont des signes de traumatisme. Le jugement permanent, je veux dire, oui, contre l'autre, en se disant, il m'a donné ce café, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce n'est pas $100 qu'il devait me donner, mais il me donne un café? J'ai comme l'impression, moi, qu'à chaque fois que quelque chose réussit, il y a comme de soupçons. Ouais. Les gens pensent qu'il n'y a aucune initiative qui peut réussir et où les initiateurs ou les meneurs ou les acteurs soient des gens intègres moralement, financièrement. Il y a toujours un truc, l'attente permanente. Dans une réunion, quand les gens sortent, ils attendent quelque chose. Dans un truc,
Et tu sais, moi, je regarde parfois, et au lieu de juger les gens, je me dis peut-être que je n'ai pas non plus réussi. Parce que pour certains, je peux être un leader ou un modèle, et qu'il faut continuer, tu vois. C'est peut-être des collègues avec qui je travaillais, que tu apprends, ils sont tombés dans des trucs qui ne sont pas acceptables, l'absence d'intégrité. Ça manque, tu vois. Pour moi, toutes ces expressions sont les signes, dans une certaine mesure, d'un désespoir, d'un traumatisme. Les gens font rarement confiance aux uns aux autres. Oui. Et même les jeunes, moi j'ai eu des gens qui ont fait des erreurs, des jeunes que j'ai connus, qui ont fait des erreurs en termes d'intégrité financière et autres. J'ai vu très peu de gens autour d'eux les condamner pour ça. Pour moi, c'est, même si je peux après te garder comme ami, mais je veux te dire, écoute mon frère, tu n'as pas quand même été sérieux dans telle opération, et c'est grave. Ça n'existe plus. C'est ce genre de remarques où que tu as la peur de la pression sociale. Quand je te dis ça n'existe plus, je n'ai pas non plus un grand souvenir d'un moment où j'ai vécu ça pleinement dans ma vie, mais il y a des petites choses que l'on vivait avant qui étaient un peu le signe de l'apaisement. Mais la guerre déchire, les divisions déchirent. Quand j'écoute aussi aujourd'hui des jeunes qui promeuvent des discours de division, de haine, tu sais, parfois, même si je peux prendre le risque de les juger, mais il m'arrive d'avoir pitié d'eux. Parfois, je prends certains propos comme un appel au secours. Et j'ai lu un livre d'une dame. Le titre du livre, c'est la fumée qui appelle. Et elle dit, elle parlait aux dirigeants politiques. Pourquoi lorsque vous voyez des jeunes gens aller sur la rue en train de brûler de pneus, pourquoi est-ce que vous ne considérez pas cette fumée comme une fumée qui appelle à l'aide, mais vous considérez cette fumée comme la fumée qu'il faut éteindre à tout prix, et même par la voie de la violence? Il y a beaucoup de choses que les gens font, Jerry, qui sont, je pense, moi, de l'appel à l'aide. Vraiment. Qui sont un besoin de reconnexion de soi. Qu'on redonne aux jeunes l'estime de soi. Et parfois, je considère ça comme ça. Même si après, je vais désapprouver des pratiques que je n'aime pas. Mais beaucoup de jeunes appellent à l'aide dans cette ville. Même ceux qui prétendent n'avoir pas besoin d'aide appellent à l'aide. Oui. Et moi, je me découvre même parfois en train de me dire peut-être que moi aussi, j'ai besoin d'aide. Tout le monde a besoin de l'aide ici à Goma, que ce soit au Congo en général, que ce soit les commerçants, que ce soit je sais pas, les organisations, tous. On a besoin de l'aide parce que le système, il est compliqué, il est difficile. Vraiment compliqué. Alors Vianney, dis-moi, dans quelle activité tu es actuellement? Qu'est-ce que tu fais présentement? Alors présentement, je travaille au Mali. Je travaille au Sahel, mais je suis basé au Mali avec le Centre pour les civils en conflit civique. Je suis le directeur régional pour civique. Je couvre le G5 Sahel. Mon travail consiste, c'est intéressant, mon travail consiste à aider les forces de défense et de sécurité à mettre en place des pratiques, des mécanismes et des systèmes pour mieux protéger les civils. Wow. Et aussi, je crée des relations, je crée des espaces pour qu'il y ait des relations de confiance, de respect entre les militaires ou les acteurs de sécurité et les populations civiles. Et donc, je forme des officiers, des sous-officiers, des officiers supérieurs. Et j'ai fait des plaidoyers pour que les armées puissent intégrer des politiques pour la protection des civils. Parce que même dans leurs efforts de protéger, il arrive que les forces de défense et de sécurité dérapent. Ces dérapages, pour certains, peuvent être prévenus, pour d'autres peuvent être gérés, mais pour d'autres encore peuvent être discutés avec les populations civiles. Donc c'est globalement ça le travail que je fais actuellement. J'apprends beaucoup de la culture de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel. Au Congo, j'ai vécu et j'ai beaucoup connu la religion chrétienne, et je le suis encore. Et au Sahel, j'ai vécu avec des musulmans, donc je vois comment ils font, je compare les choses. Ça, c'est mon travail, principalement. Après, je suis bénévole au festival Amani, bénévole en charge des partenaires. J'appuie l'équipe de la direction à mobiliser les fonds et à gérer certains partenaires. Et je suis aussi coprésident du conseil d'administration.
Il y a 2 ans, quand Éric Delamotte voulait passer le relais, finalement, on a restructuré et on a créé un conseil d'administration avec 2 présidents, un coprésident, une coprésidente ou un coprésident et un autre coprésident. Je fais quoi d'autre? Je travaille avec quelques amis dans différents types de projets où je suis soit actionnaire, soit membre du conseil d'administration, parmi lesquels un que tu connais, MNKF. Oui, MNKF, Voilà, oui. Maïcha Nikoufolaïa, où je les aide, où je les soutiens et où je voudrais soutenir ce qu'ils font. Je suis aussi formateur. Coach, bon, je veux dire formateur, c'est mieux. Il y en a qui disent coach, mentor, mais je suis formateur en leadership, en gestion de conflits. Donc, à chaque fois que je suis ici à Goma, parfois je vais former à l'Académie de leadership d'un jour nouveau, ou bien je reçois des gens chez moi pour parler de coaching. Ça peut être des nouveaux entrepreneurs qui ont besoin de conseils et d'aide. Ça peut être des amis qui ont besoin d'aide. Et donc, je le fais gratuitement quand j'ai du temps libre. Et puis, je travaille sur 2 choses, personnellement, pour le moment. Un, je travaille sur une initiative qui s'appelle Congo 60, qui est une dynamique qui consiste à rêver et à imaginer et à écrire le Congo que nous voulons voir en 2060. Wow. Et donc, on est avec quelques amis et ça grandit. Et on est en train vraiment d'imaginer le Congo que nous voulons en 2060. En 2060, la RDC aura 100 ans. Depuis notre indépendance de la Belgique. Et nous voulons qu'en célébrant 2060, nous puissions célébrer un autre Congo, un Congo différent. Et voilà, on a fait quelques activités le 30 juin. Pour le moment, on est en train de faire des consultations citoyennes où on demande aux gens quel est le Congo que vous voulez voir en 2060. L'idée, c'est de récolter le maximum d'idées de gens et voir finalement ce qu'on peut faire pour que ces rêves se réalisent. Et puis, je travaille sur des projets personnels, un livre en brouillon, et puis des projets pour finalement matérialiser mon idée des centres de leadership et des stratégies, où je travaille avec mon épouse et d'autres amis. J'ai fait aussi beaucoup d'autres choses, difficile de les citer. À Bamako, j'étais impliqué dans la campagne pour la prévention de Covid. Ici à Goma, je suis de loin un des appuis pour Goma Actif, pour le grand travail qu'ils font. Ça fait énormément de choses. Oui. Et aujourd'hui, tu travailles au Mali. Est-ce qu'il t'arrive que ta ville natale te manque ou ta ville où tu as grandi te manque? Beaucoup. Au fait, la plupart des gens avec qui je travaille, lorsqu'ils prennent leur congé, ils vont ailleurs. Ils vont au Cap-Vert, ils s'offrent des vacances. Je pourrais bien le faire. Mais il y a toujours un désir de rentrer à Goma. Tellement de choses qui se passent dans cette ville où je suis impliqué d'une façon ou d'une autre que j'ai envie de voir réussir. Il y a tellement de gens qui disent qu'ils ont besoin d'aide. Il y a tellement de gens auprès de qui je dois venir me ressourcer aussi. Définitivement, Goma me manque. Et c'est bizarre, parce que jamais je n'avais pensé qu'une ville pourrait te manquer, tu vois. Mais Goma me manque. Goma me manque. Et quand je suis là, je suis à l'aise. Je suis chez moi, je suis tranquille. Je sens ce calme de dire je suis à Goma, je suis chez moi, je suis fier de la ville. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est le cas aussi pour ma famille, quoi. Oui. Et donc, finalement, on se retrouve à revenir à Goma tout le temps. Tu es beaucoup plus impliqué dans la jeunesse. Ça, on les remarque, en tout cas, dans tout. Est-ce que tu te sens à un moment, d'une certaine manière, redevable face à cette jeunesse? Oui, c'est le mot. Et à un moment donné, c'était même grave. Ça devenait comme une pression personnelle. Je m'empêchais de me permettre certaines libertés qui ne sont pas des infractions ou des immoralités, parce que je voudrais donner un exemple. J'ai peur de décevoir, tu vois. Et ce n'est pas bien de vivre dans la peur. C'est bien d'avoir de la retenue, c'est bien de se contrôler, mais c'est pas bien de vivre dans la peur. Mais je me suis considéré à un moment donné tellement redevable aux jeunes que je m'empêchais même certaines libertés et que je me retrouvais à vivre dans la peur, à me contrôler, à trop me surveiller, finalement à ne plus m'épanouir. Et quand tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas inspirer les jeunes. Tu dois être épanoui. Les jeunes aiment les âmes libres, les jeunes aiment voyager, ils aiment voler, c'est des aigles,
Et oui, je me sens redevable vis-à-vis de jeunes pour plusieurs raisons. Très jeune, j'ai eu des jeunes qui m'ont pris comme modèle. Je ne sais pas pourquoi. Je peux essayer de comprendre pourquoi. Et très vite, c'est devenu important. Et du coup, j'ai commencé à me rendre compte que je dois assumer ça. Très vite aussi, j'ai eu beaucoup de rôles de responsabilité, beaucoup de situations de responsabilité très importantes qui, dans les circonstances où j'étais, n'étaient pas réservées aux jeunes. Que ce soit dans les organisations internationales où j'ai travaillé ou ailleurs. Et je me suis retrouvé, chef de bureau avant 30 ans. Je me suis retrouvé directeur dans une ONG nationale 30 ans. Et tu vois un peu, c'est lourd. Mais en même temps, j'essaye, quand je prends ces postes-là, je fais tout mon effort pour appliquer ce que j'ai dit, ce que j'enseigne aux autres pour le leadership. Oui. Par exemple, si je pense qu'il faut respecter les collègues, j'ai fait un effort pour les respecter, quel que soit leur titre, leur âge ou leur sexe. Mais je me sens redevable et je me sens aussi jeune, toujours. Mais j'ai aussi des gens qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance quand j'étais jeune. Et qui ont pris le risque de me faire confiance et de me refaire confiance même quand j'échouais. Et j'estime que je dois aussi cela à un autre jeune que je rencontre sous forme de gratitude finalement de ce que Dieu m'a offert, de ce que la nature, la providence, d'autres personnes m'ont offert. Mais mes cours de leadership aussi, ainsi que les livres que j'ai lus, m'ont montré aussi finalement que c'est le meilleur moment, c'est le meilleur âge qu'on puisse avoir. Et mon souci, c'est que la plupart des gens le vivent pleinement. Et voilà. Mais tu as vraiment trouvé le mot. Je me sens redevable vis-à-vis des jeunes. J'ai besoin d'aider, j'ai besoin de montrer que ça peut marcher, d'inspirer, de donner de l'espoir. Même quand j'échoue, ce n'est pas que j'échoue volontairement ou que je laisse tomber, mais bon, je rencontre aussi des obstacles et des difficultés tant personnelles qu'externes, mais je me sens redevable. Et quand un jeune réussit, je suis très content. Très, très content. J'en parle, je raconte. Et même quand un jeune échoue, je lui dis, c'est pas la fin. Comprends ce qui s'est passé et avance. Parce que l'échec, c'est pas un point de rupture, c'est un point de départ. Donc, je suis redevable. Je ne sais pas quand est-ce que ça finira, mais je suis redevable. Mais maintenant, je peux gérer ça. Ce n'est plus une pression sur moi, c'est plutôt une responsabilité. Okay. Vous êtes aussi attaché à la culture. C'est quoi le rôle ou l'importance de la culture dans un pays comme le Congo? C'est une très bonne question. J'ai fait la section scientifique de chimie au collège et notre professeur de chimie nous disait la chimie est partout. Et quand tu disais tu es sûr, il disait oui, trouvez toujours l'habit que tu mets, le truc que tu mets. J'ai envie de dire comme lui que la culture est partout. Et quand je parle de culture, je parle de l'art. Je parle de la culture exprimée, verbale, non verbale, de la danse, de chant, des valeurs traditionnelles ou modernes, de tout ce que l'on peut exprimer en utilisant toute la liberté humaine finalement que Dieu nous a donnée et que nous devions garantir à tous. Et je trouve que dans un contexte comme le Congo, la RDC, pour moi la culture est importante à 3 dimensions. La première dimension, c'est pour réunir les Congolais les uns aux autres. Les gens disent que nous sommes unis parce que la balkanisation a échoué, mais pour moi ce n'est pas la vraie mesure de notre unité. La vraie mesure de notre unité, c'est la solidarité manifestée. C'est notre capacité à pouvoir transcender nos différences, à nous regarder autrement et à pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Être ensemble, c'est déjà un pas, comme disait Ford. Se réunir, c'est déjà un progrès. Mais travailler ensemble, c'est ça le succès. C'est ça la réussite. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à travailler vraiment ensemble dans la grandeur de notre unité. Et la culture est un élément qu'on peut utiliser pour réunir le Congolais, le réconcilier le Congo à lui-même, réconcilier le Congolais entre eux. On me dirait comment? Je dirais plusieurs. La culture fait partie de rares disciplines de la vie qui touchent en même temps notre cerveau, parce qu'il nous force à imaginer, à penser, à réfléchir, en même temps notre cœur, parce qu'il nous pousse à ressentir, en même temps notre âme, parce qu'il n'y a que la culture qui génère en nous réellement de l'émotion, la musique, l'art,
la poésie, l'amour exprimé au travers de la culture. Un poète français disait que la musique et l'amour sont les deux ailes de l'âme. Quand une âme doit s'envoler, c'est au travers de la culture. Et aussi, elle implique, dans la plupart des cas, tous les 5 organes de sens en même temps. On danse, on écoute, en même temps on voit, en même temps on ressent. Et c'est comme ça qu'on peut faire ressentir aux Congolais l'émotion positive qu'il y a dans l'unité. La beauté qui se dégage quand un peuple finalement se réunit et quand la solidarité est en œuvre. Quand nous nous voyons au-delà de nos tribus et de ce qui nous limite, départ de la nature ou départ finalement du résultat de ce que nous sommes. Ça, c'est la première chose. Vraiment, la culture devrait être mise comme le pont entre les Congolais qui va nous réunir. Quelle que soit la différence de langue. Tout récemment, je me suis retrouvé un amour bizarre pour les chansons mongé. Où ils prennent une bouteille et puis ils chantent, mais ils chantent comme s'ils se lamaient. Ils tapent la bouteille et je sais pas pourquoi, mais j'ai aimé cette façon de faire et je suis allé pour retrouver ça. Et je me suis senti uni, rattaché à aux Congolais qui sont mongés ou bien d'un autre groupe. Pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons utiliser la culture pour donner de l'espoir. Car nous sommes un peuple désespéré. Certains volent parce qu'ils ont le désespoir. Ils se disent que demain, je ne serai pas là où je serai pauvre. Alors, c'est comme un gourmand. Il préfère s'empiffrer maintenant parce qu'il ne sait pas ce que réserver là demain. L'espoir fait vivre, et c'est vrai. Nous n'avons pas l'espoir. Nous ne croyons plus même les uns aux autres. Alors, quoi de mieux que d'utiliser la culture pour redonner de l'espoir? Peindre un Congo différent d'ici 100 ans. Parce que quand quelqu'un voit le tableau, il voyage avec la sculpture et le tableau. Chanter des chansons qui nous véhiculent, qui nous donnent de l'espoir, qui nous engagent, qui restent des mélodies. On crée des mythes fédérateurs, des mythes créateurs, des mythes de l'avenir au travers des histoires. Et pour moi, les histoires, le fait de raconter une histoire, le storytelling, c'est une culture. Ça fait partie de notre culture orale, finalement. Et enfin, pour moi, le troisième chose, c'est pour créer de la richesse. Il y a beaucoup de richesse dans la culture que nous ne valorisons pas. Parfois, je retrouve dans des maisons de gens des images, des sculptures de l'art Kuba, de l'art Luba datant, mais il y a une certaine beauté qui en ressort, un certain attachement à la culture. Et nous sommes un pays d'une diversité extraordinaire, qui implique donc une diversité culturelle extraordinaire, qui est une richesse en réalité, qui se vend. On a tellement de tableaux à vendre, on a tellement de choses de la beauté de la nature à montrer aux gens et à chanter aux gens. Et la culture est une sorte de richesse. Il n'y a pas de tourisme sans culture. La plupart des gens qui voyagent vont aller être à la rencontre des gens. Et aujourd'hui, les Congolais en général, ou encore les Gomatraciens en particulier, la plupart ne connaissent pas sa culture. On a tendance à copier celle de l'extérieur et la personnaliser à notre façon. Quelle est votre impression par rapport à ça? C'est un échec. Je veux te dire quelque chose que quelqu'un m'a dit, que je n'ai pas encore vérifié, mais qui me passe à l'esprit. Beaucoup de pays ont été colonisés. L'Inde a été colonisée par l'Empire britannique de l'époque. Et je suis contre la colonisation. Mais ils ont appris, ou bien ils ont gardé beaucoup de choses des colons, mais beaucoup de ces pays n'ont pas perdu leur culture. Ils n'ont pas perdu leur religion. Ils n'ont pas perdu leur pratique. Le Britannique qui allait en Inde n'était pas un hindouiste. Il a peut-être influencé l'économie, il a peut-être implanté le capitalisme ou quoi que ce soit, mais malgré le fait qu'ils venaient en veste ou en quoi, les Indiens ont continué à garder leur tunique, leur tenue, leurs pratiques religieuses et leur propre religion. Nous, on a presque tout perdu. On a presque tout perdu. Ils nous ont presque tout ce que nous avons finalement gardé nous a été finalement est resté de la colonisation. Non seulement le système économique, non seulement le système politique, non seulement la manière de gérer, même les exclusions ethniques entre nous qui n'existent pas, les différenciations qu'il y a eu. Soyons honnêtes, même la religion. Tu vois, donc finalement, on a perdu beaucoup de choses. Et
Et ça, c'est grave. La langue, regarde-moi, on parle en français. Et donc, il y a des côtés positifs à cela. Il y a des choses qui sont presque difficiles à changer, qui sont irréversibles. Mais je pense comme toi que nous sommes trop extravertis dans notre culture. Et qu'il est temps qu'on révalorise notre culture. Par exemple, je me suis demandé, pourquoi lorsqu'ils construisent le palais du peuple ou le palais de la nation, ils ne les construisent pas comme une grosse paillote. Tu vois, avec une image de paillote, il y a des architectes congolais qui peuvent le faire, avec du bois, même si on peut avoir de béton à côté, mais avec du bois. Parce que finalement, nous avons le bois, les pailles, la paille et autre chose, comme un certain symbole. Pourquoi, par exemple, les raffias, nous les avons gardés uniquement aux cérémonies d'ailleurs? Et nous sommes prêts. J'ai vu beaucoup de gens qui commencent maintenant à se marier ici, à mettre des tenues traditionnelles nigériens ou bien indiens. C'est pas mauvais, hein? Je suis pour la culture. Mais j'aimerais aussi voir, tu vois, quelques raffias, quelques tenues locaux. C'est ce que tu as dit, nous sommes désorientés, au fait. Oui. On a perdu même l'essence de notre culture. On ne sait pas où on est finalement. Et ça peut expliquer aussi une partie le désarroi et la perte. Parce que finalement, quand on n'a pas d'identité... Parce que la culture aussi est une identité, finalement. On se reconnaît dans la culture qu'on a. Si tu prends la culture de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu essaies d'être quelqu'un d'autre dans sa manière de faire les choses. Au lieu de promouvoir nos cultures, nous nous retrouvons à nous combattre sur base de nos différences culturelles. Il ne danse pas la même danse que moi, il ne parle pas le même dialecte que moi ou la même langue maternelle que moi, alors c'est mon ennemi. Mais c'est une valeur incroyable, c'est une richesse. La danse, les pratiques, la nourriture. Regarde, tu sais qu'il y a très peu de restaurants d'un certain standing ici qui vendent les bijoumbas, les patates douces. Il n'y en a pas. Ou bien qui vendent les bananes plantains cuisinées localement, quoi. Ou le fumboa, ils le donnent qu'en frites. Et on peut manger les bananes plantains sans frites. En plus, en donnant en frites, là, c'est beaucoup de cholestérol, beaucoup d'huile. Ce n'est même pas bien pour la santé, tu vois. Nos pommes de terre, très peu de gens nous les donnent en nature. Les lenga-lenga ne sont pas aussi valorisés que nous le voyons dans la culture. On se retrouve finalement à manger du McDo, des steaks cuisinés façon je ne sais pas comment. Ce qui n'est pas mauvais aussi, mais valorisons aussi nos propres cultures, notre art culinaire. Et c'est la responsabilité des acteurs culturels de prendre le risque de promouvoir la culture locale, de la défendre, de la chanter. C'est aussi le rôle des leaders. C'est aussi le rôle des leaders de prendre le risque de le promouvoir. Nous ne le faisons pas assez. Et j'ai envie de dire, peut-être moi non plus, je ne le fais pas vraiment. Tu vois, on a peur du regard de l'autre. Très peu d'entre nous veulent être des pionniers. Tu vois, être des pionniers qui va finalement... Et quand on le voit, on est content, tu vois. Quand on me sert le café ailleurs, dans ma bowl, les petits bols là, traditionnels ailleurs, pain, j'adore. Mais je me dis, pourquoi je ne rentrerai pas et faire ça chez moi ou dire à un ami restaurateur, écoute, pourquoi tu n'utiliserais pas aussi des objets qui finalement promeuvent notre art et qui vont financer finalement l'industrie locale et la production locale. Oui, je pense que tu as raison dans ton analyse. Nous n'avons pas assez confiance en nous et finalement nous ne croyons pas peut-être assez nous-mêmes en notre propre culture pour prendre les risques de le promouvoir. Alors on préfère considérer que c'est celui des autres qui a avancé, quoi. Et c'est dommage, tu vois. Mais il nous faut des leaders qui doivent oser pour qu'on prenne le risque de revenir là-bas. Oh, nos leaders sont occupés. Voilà. Je parlais des leaders informels, pas ceux qui sont reconnus et qui ont des titres. Et le festival Amani est aujourd'hui une identité de la ville de Goma. Peux-tu nous raconter la petite histoire sur comment l'idée a été conçue jusqu'à son exécution et quel est ton rôle? 2011-2012, Eric et beaucoup de jeunes de la ville se questionnent sur Goma. Eric est un entrepreneur touristique, il avait son entreprise Eric de la Motte, Kivu Travel. Guillaume, à l'époque, était responsable à la maison des jeunes. Le foyer de Goma, culturel de Goma, essayait de se recréer. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur dans le tourisme,
Eric était gêné parce que chaque fois qu'il essayait de dire « Venez à Goma, il y a la guerre là-bas. » Il disait « Moi, je suis à Goma. » C'est vrai qu'il y a la guerre aussi, il y a des problèmes, mais c'est une belle ville. Les gens sont bien, il y a des artistes, les cultures, il y a le lac Kivu, il y a les îles dans le lac, il y a le volcan, il y a le parc, il y a le lac vert, il y a les eaux thermiques, il y a les vestiges du Nyiragongo à voir. Il y a même la beauté du Nyiragongo. Goma est une carte postale. C'est une ville entre un aussi beau lac et un aussi majestueux volcan. Quand tu vois la photo, c'est magique. J'ai eu une photo que mon ami Michael Calamo avait pris de gens qui ramaient sur le fleuve, le lac Kivu, pardon. Et en la prenant, tu vois la ville et puis tu vois le volcan. Oui, tu vois les volcans. Ces panoramas étaient juste majestueux. Ouais. Et Goma, tu vois la beauté de Goma dans ça. Il y a toute une histoire ici. L'histoire, finalement, de 94, les réfugiés qui sont partis, les camps de déplacés, l'arrivée des humanitaires, des grottes à aller voir, à Kilijiwe. On a beaucoup à donner au monde. Il y a très peu de régions qui ont ce qu'on a et qui sont visitées. Et donc, c'est là que finalement, en parlant de ça, il se rend compte qu'il y a des jeunes autour de lui qui ont aussi la colère, qui en ont ras-le-bol, finalement, d'avoir cette image de ville de violeurs ou je ne sais pas de quoi, et qui se disent, changeons les choses. Au début, ils disent, faisons un grand concert. Oui. Invitons une tête d'affiche mondiale, un grand américain, français ou francophone, ou je ne sais pas, anglophone ou africain ou quoi, mais un grand qui, quand il va venir, à cause de lui, les gens vont venir. Et à cause de ça, des étrangers viendront, ils verront Goma et lui, il en parlera. D'accord. Mais si on le fait en un seul jour et le festival, ça finit, c'est pas évident. Faisons-le en 2 jours peut-être. Oui, mais ça va coûter très cher. Oui, mais l'argent pour le moment, n'en parlons pas. Construisons l'idée. C'est comme ça que je me retrouve aussi impliqué, entraîné dans la réflexion. Et c'est comme ça que dans le désir de présenter Goma dans sa beauté, l'idée de faire un concert avec une grande star de renommée mondiale devient 3 jours de concert, précédé par tout un village qui va essayer de promouvoir Goma dans sa beauté et finalement dans ce qu'elle est. Hein. Il y a des humanitaires à Goma, donnons-leur un espace. Il y a des entrepreneurs à Goma, donnons-leur un espace. Il y a des sportifs à Goma, donnons-leur un espace. Et finalement, ce qui va finalement devenir le festival Amani. Et on va l'appeler à l'époque Amani parce qu'on voulait un mot qui signifiait calme, apaisement, tranquillité. Pas seulement l'absence de la guerre, mais qui signifiait aussi la paix réelle, le vivre ensemble entre nous. C'est comme ça qu'on va essayer de faire le festival. Eric prendra le risque financier sur lui pour aller faire les démarches. Guillaume et les jeunes du foyer, que je ne cite pas, mais que je reconnais ici, ont le côté culturel et artistique. Moi, j'apporte mon expérience dans gestion, management, recherche de fonds, ainsi de suite. Et d'autres personnes qui nous aident finalement. Et c'est comme ça qu'on va tenter de faire la première édition en 2013. Découragé, on a tenu jusqu'à la dernière minute pour annuler le festival. Et comme Goma était sous les bombardements, on voulait tenir le festival avec Goma sous le bombardement parce qu'on voulait aussi donner de l'espoir. On voulait montrer aux différents belligérants qu'il n'y avait pas que les langages des armes qui pouvaient être entendus. Il y a aussi les langages de l'art et de la culture qui pouvaient être entendus. Mais les bombardements ont eu raison sur nous à cause de la sécurité. Mais on n'a pas annulé. Ça aurait été facile après de dire c'est fini, on ne fera plus ça. Mais on a convaincu le partenaire, ils nous ont fait confiance et on a commencé. Voilà, évidemment, les gens, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, dans une région aussi meurtrie, telle que le Kivu et tout ça, est-ce qu'un simple festival peut être facteur de paix? Finalement, ce sont les simples choses qui... c'est au travers des simples choses, finalement, que nous réalisons les grandes choses. Mère Teresa a dit, nous ne ferons pas tous des grandes choses, mais que chacun d'entre nous fasse des petites choses autant qu'il peut avec un grand amour. Le festival Amani ne peut pas, à lui seul, ramener la paix dans la région. Le festival Amani ne peut pas totalement faire taire les armes, peut-être même pas partiellement. Mais ce que nous faisons, et qui est important, et qui est très utile pour la paix, c'est que nous encourageons le vivre ensemble. Nous poussons les gens dans leur diversité à se rencontrer pour célébrer ensemble, finalement, la culture, l'art, la musique, l'entrepreneuriat. Première chose. Deuxième chose,
il y a une phrase de l'UNESCO que j'aime beaucoup qui dit c'est dans les esprits des gens que nous devons ériger les défenses pour la paix ou bien pour l'humanité. La paix, la vraie, on la ressent d'abord. On la ressent en soi. Et la culture, la musique adoucit le mœurs et nous pousse à ressentir des choses en nous-mêmes. C'est aussi ça une autre contribution. Mais nous faisons aussi de la gestion du traumatisme. Il y a un mot que j'aime utiliser, mais qui n'est pas un mot français, c'est la détraumatisation. L'art est un des outils puissants pour gérer les traumatismes. Elle nous permet d'extérioriser nos libertés, parce que j'ai envie de dire que l'art est la plénitude des libertés. La liberté de penser, de chanter, de pleurer, de s'habiller, de dessiner, de rêver. Et ça aide à la détraumatisation. Mais elle permet aux gens de connecter ensemble, qui est aussi un outil pour la détraumatisation. Et c'est une contribution importante qui est utile. Mais nous soutenons aussi l'entrepreneuriat. Et donc, en nous disant aux jeunes, nous croyons à vos rêves, en faisant le concours. Beaucoup de jeunes apprennent, beaucoup d'entreprises naissent. Et beaucoup qui sont importantes aujourd'hui. Kivu Green est une entreprise importante. Mais il a été un des lauréats à une des 11 éditions de prix d'entrepreneuriat. Kivu Coucou, l'entreprise de Cré avec M. Dorasso. On a travaillé pendant longtemps avec d'autres structures, d'autres jeunes. Nous ne sommes pas non plus une structure financière qui peut tout faire, mais nous voulons, à travers ce que nous faisons, nous, dire aux gens que c'est possible et qu'ils croient en leurs rêves. Les gens disent, mais c'est difficile d'expliquer tout ça aux gens. Moi, je dis, on n'a pas besoin d'expliquer. Venez voir les gens qui sont au festival et demandez-leur ce qu'ils pensent. Oui, évidemment. Vous avez produit, vous, NPP, une très belle vidéo de l'édition passée d'ailleurs, où vous avez parlé aux gens. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire finalement en quoi est-ce que le festival était utile pour eux. Oui, avec le Amani Show. Exactement. En fait, c'est un show qu'on fait à chaque édition pour montrer qu'est-ce qui se passe réellement avec les festivals, combien d'énergie les gens dépensent pour que le festival soit... Et je pense que nous attendons la nouvelle édition pour l'édition passée. Exactement. Il y a eu beaucoup de complications en termes avec le corona et tout ça. Les attentions ont été dirigées, mais je pense que une nouvelle version pour l'édition passée sera mise en ligne très bientôt. Et c'est aussi ça, une façon de dire Paulé aussi aux gens. Vous savez, chez nous, quand tu viens te marier, on dit Paulé. On t'accueille avec la musique et la culture. Quand tu viens pour un deuil, c'est la même chose. Il y a de la musique, il y a de l'art et de la culture dans tout ça. Toutes nos cérémonies. Finalement, Goma, après tout ce qu'elle a vécu, le Nord Kivu, les régions qui sont voisines de Goma, après tout ce qu'elles ont vécu, les gens méritent un petit break. Les gens méritent un peu de Paulé. Les gens méritent un peu de... Ça va aller. Tenons bon. Et je vais dire quelque chose de très fort, mais que j'assume. Nous perdrons totalement face à tout ce que nous connaissons en tant que peuple du Goma, du Kivu, de la région de Grand Lac, si nous perdons l'art et la culture. Même si nous gagnons les champs de bataille. Mais si nous perdons l'art et la culture, si nous perdons notre capacité finalement à nous retrouver, à être ensemble, à nous célébrer malgré nos diversités, je ne suis pas sûr que nous aurons gagné. Winston Churchill a dit, et je le cite uniquement pour cette phrase-là, que lorsqu'ils vont s'ils viennent et ils ferment nos musées, qu'ils empêchent nos musiciens de chanter, nos sculptures de rêver et nos artistes de s'exprimer, même si nous gagnons les champs de bataille, nous aurons perdu la guerre. Et il y a une dimension très importante dans la guerre. Si vous regardez tous les révolutionnaires, la plus grosse richesse de Sankara, c'est sa guitare. Et dans une des chansons de Didier Awadi, Sankara dit, au fait, qui est celui qui envoie l'armée au champ de bataille sans musique dès l'époque romaine? Même la Bible, pour ceux qui la lisent, finalement, là je cite Sankara, on parle de murs de Jéricho qui sont tombés avec la musique. Finalement, quelle est l'initiative que l'on peut faire? Qui peut être créatrice? Comment on donne de l'espoir? Comment on éduque les gens à faire l'hygiène et la santé ou bien la paix si ce n'est pas au travers de la musique? Si vous regardez le Tché et les autres, c'est la musique. La musique accompagne finalement toute révolution. La musique, elle est chantée. Vous savez, les gens ne se rappellent pas beaucoup vraiment de ce qui s'est passé à l'indépendance. Mais personne n'a oublié Indépendance Tcha-Tcha. Même mes enfants, une qui a 5 ans et 3 ans, dansent Indépendance Tcha-Tcha. On l'a chanté au Congo, finalement elle est chantée ça au Congo-Brazza, et ça reste une identité.
Et c'est tout ça. Et je sais qu'il y a plusieurs façons de faire la paix, mais je pense qu'au travers l'art, la culture, la musique et la danse, on l'a fait aujourd'hui, mais pour fixer les défenses de l'espoir et de la paix et de l'humanité dans le cœur des gens. Oui. Et quel est le bilan du festival Amani aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez qu'il a répondu à ce pourquoi il a été créé? Oui. Mais ça continue. C'est comme une réalisation perpétuelle. La première chose, je vous ai dit, c'était pour changer l'image de la ville de Goma. Que les maisons d'hôtel ici le témoignent, que les maisons de tourisme ici le témoignent, ou bien les gens qui viennent au festival. Le plus petit nombre des nationalités différentes qui sont venues assister au festival Amani qu'on a déjà eu, c'est 9. 9 délégations de nationalités différentes. On a déjà parfois eu les éditions de 18 personnes qui ont voyagé, qui sont venues voir. Beaucoup de gens des pays voisins qui sont venus. Beaucoup d'artistes qui parlent de Goma comme d'un événement terrible. Moi, j'ai beaucoup de Kenyans qui connaissent Goma à travers Sauti Sol, parce qu'ils ont dit que c'est le plus grand show de toute leur vie. J'ai vu le post de Youssoupha sur la ville de Goma. C'est le chanteur que nous devrions avoir dès la première édition. Mais il n'est pas venu à cause des mêmes choses que nous décrions finalement, la peur. Mais dès qu'il est venu, il m'a dit, mais non, les gars, allez-y là-bas. C'est ce qu'on voulait que les gens voient. Que cette ville est différente, qu'elle est bénie, qu'elle a du potentiel, qu'elle a un peuple extraordinaire, qu'elle a des jeunes hors du commun et des choses à offrir. L'entrepreneuriat, depuis qu'on a commencé, je pense qu'on a soutenu une vingtaine d'entreprises directement avec de fonds et de formations. Mais indirectement, on a minimum ou en moyenne 80 entreprises qui compétissent chaque année et que nous formons et que nous soutenons. Une façon de croire en leur idée. Nous promouvons aussi les entrepreneurs qui sont là-bas. Nos artistes culturels locaux, on a beaucoup à faire avec eux, mais nous les aidons aussi. Les chanteurs locaux qui sont sélectionnés, nous essayons de faire en sorte que notre appui les aide, notre prime les aide, à la limite carrément à faire un projet culturel ou de musique et à le réaliser. Il y a beaucoup de gens qui viennent, des ambassadeurs, des gens des Nations Unies, des autorités régionales. Une fois, on a eu, à l'édition d'il y a 2 ans, on a eu une trentaine de délégations de diplomates qui sont venus voir Goma, des ambassadeurs africains. Moi, ils viennent en Afrique de l'Ouest. Et quand je parle du festival Amani, je suis respecté. Parce qu'ils disent, oui, Tiken Jah Fakoly est allé là, Habib Kouyaté est allé là, beaucoup de musiciens de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de jeunes Belges, Français, Américains sont venus ici. Donc oui, c'est un bilan. Après, on va me dire, oui, mais pour les questions de la paix, moi j'ai envie de vous dire, beaucoup de gens dans leur diversité se sont rassemblés. On a eu des messages de plaidoyer forts qu'on a pu faire passer, qu'on a menés, des rencontres pour pouvoir en parler, en discuter. Et donc oui, nous accomplissons à chaque édition notre rêve et nous voulons le faire mieux et nous puisons dans les critiques. Dans les critiques, nous puisons. Les gens, par exemple, nous ont dit, aux éditions passées, il y a peut-être les premières et les deuxièmes, vous faisiez des tournées à les universités, des conférences pour annoncer les festivals. Pourquoi il n'y en a plus? Nous avons dit, ah d'accord, on va reprendre. Et donc, c'est pour moi un bilan positif par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés et qu'il faut maintenir, et qu'il faut faire grandir pour la ville de Goma et ses environs. Sûr. Aujourd'hui, Eric est parti. Est-ce on peut dire que c'est la fin du festival Amani? Non. Ça fait 2 ans que Eric a progressivement cédé la main aux jeunes. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus membre du conseil d'administration, qu'il nous conseille dans l'ombre. Nous avons tenu les 2 dernières éditions avec lui, mais il n'était pas vraiment actif. Nous ne l'oublierons pas. Il est utile. Le festival sera différent. Nous allons apprendre à ressentir sa présence autrement. Nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, nous passerons. Ça peut ne pas être la mort. Oui. D'autres choses peuvent venir. Ou bien nous pouvons finalement ne plus avoir d'inspiration. Même nous passerons. Et on aura d'autres qui viendront et qui continueront le festival. Des gens comme Eric sont presque indispensables. Mais comme vous savez,
la meilleure façon de rendre hommage à des gens comme lui, à Joe Paluku, le bénévole qui avait aussi été tué, c'est de maintenir le festival. Nous le réussirons ensemble. Voilà, donc préparez-vous à la 8e édition du Festival Amani pour la semaine prochaine, bien sûr, si Madame la Covid... L'année prochaine, tu veux dire, oui, en février 2021. Oui. Oui, on a des plans et on cherche des idées. Et si vous en avez, n'hésitez pas. Nous sommes en train de faire des scénarios sur comment faire le festival malgré le Covid. Si par exemple en décembre, on a des cas et on a une montée de cas, comment on fait? Et on travaille sur plusieurs scénarios pour le faire. Si finalement ça devient compliqué, à l'extrême, on pourrait attendre. Mais on a tellement de scénarios que il sera difficile d'imaginer février 2021 sans festival, même s'il y a le Covid. Mais on ne prendra pas de risque. Nous allons coordonner avec l'équipe de Riposte, les autorités locales, les autorités de santé, les artistes locaux, la population, pour être sûr que les scénarios que nous prenons ne mettent pas en danger les vies des gens. Okay. Oui. Mais le rendez-vous est pris pour 2021. Sûr. Jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors Vianney, tu as un parcours assez éloquent, inspirateur. Beaucoup aimeraient arriver là, bien sûr. Quels sont les petits secrets? Est-ce qu'il y en a un? S'il y avait un truc, genre une petite boule magique. Voilà. J'ai encore beaucoup à continuer à accomplir. Je pense que quand je regarde ma propre vie, il y a, je crois, 3 ou 4 choses qui m'ont aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. La première chose, c'est travailler dur. J'ai travaillé très dur, Jerry. Et que ce soit dans le travail ou dans ce que je fais, tout ce que je citais là-bas comme initiative, c'est de nuit à passer à travailler, à bosser, à réfléchir, à lire. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Ne nous contentons pas de ces... Comment on dit? Les djemmas. Les djemmas, les copes. C'est petit. Oui. Même quand ça nous rapporte beaucoup d'argent, mais c'est petit pour ce que nous travaillons dur. C'est pour ça que je t'ai dit quand je suis arrivé ici que j'étais impressionné qu'un samedi tard, vous soyez en train de travailler. Je ne serais pas surpris si dans une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, NPP devient une entreprise de portée africaine. NNP, pardon, NNP. Nyiragongo Ngoma Production oui. devient une entreprise de renommée mondiale ou bien à la limite africaine. Parce que le travail paye. Quoi qu'on dise, il faut prier, il faut faire tout ce que vous voulez, mais si vous ne travaillez pas, et si vous ne travaillez pas dur, vous n'obtiendrez pas ce que vous aurez. Je parlais de mes postes de responsabilité tout jeune, mais même quand je ne savais pas, j'allais lire, je travaille dur, des nuits blanches à travailler. Ceux qui veulent grandir et réussir sans travail ne réussiront pas. Et s'ils réussissent, ça sera éphémère. Donc travaillez dur. Travaillez la nuit, travaillez le jour, apprenez, lisez, ouvrez votre ordinateur. Amusez-vous aussi si vous le pouvez. Je m'amuse aussi parfois, mais travaillez. On a tellement de choses qu'il faut travailler. Deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, que je mettrai juste après le travail, c'est la lecture. Dans certains domaines, je suis un autodidacte. Je veux dire la lecture et les rencontres, les échanges avec les gens. Ça, c'est important. J'ai beaucoup appris en lisant. Beaucoup appris en lisant. Notre système éducatif est à réformer. Il y a beaucoup de lacunes. Et nous n'avons pas un système réel où les gens apprennent. Alors lisons. Lisons. Si tu veux émerger dans la banque et que tu es un jeune banquier et que tu nous écoutes, lis, apprends. Quel est ton rêve? Dans quel domaine veux-tu t'investir? Perfectionne-toi, lis dans ce domaine. Des gens plus intelligents que toi ou simplement plus expérimentés que toi ont écrit. Alors lis et apprends. Le livre est un deuxième voyage. Tu apprends des choses que tu ne savais pas. C'est un instructeur. Lisons autant que l'on peut. Investissons aussi dans les livres. Lisons. Il faut qu'Igagoma y ait beaucoup de librairies et beaucoup de bibliothèques. Il le faut.
nous ne développerons pas cette ville au-delà de ce qu'elle est belle aujourd'hui si nous ne lisons pas. Tu es maire, tu veux gérer la ville, lis. Apprends comment les autres ont géré, ailleurs ou ici. Lisons. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore dans cette province qui, quand tu lis, ils sont arrivés il y a en 90, en 94, mais on reprend, les mêmes acteurs reprennent les mêmes erreurs. Personne ne t'a dit, mais va lire. Lisons. Si tu veux faire de NNP une très grosse boîte, lis dans le domaine de l'audiovisuel, apprends. Une nouvelle caméra est sortie, va lire. Comment ça se passe, ainsi de suite. En tout cas, je peux dire que c'est l'investissement que j'ai pu faire dans cette organisation du point de vue personnel. Exactement. C'est que, en tout cas, ma vie, c'est l'apprentissage. Je dors, je me réveille, je cherche, j'apprends. C'est important. De tout ce que je fais. Oui, oui. Donc, je pense que vous avez complètement raison de dire que nous devons apprendre. Ouais. Et tout part de la connaissance. Je me rappelle que on a fait un podcast ici avec un ami, Ben et Michael, où on se disait pourquoi le noir, disons le noir, on s'est dit qu'on est, par exemple aux États-Unis ou au Congo, on s'est dit on est à bas de l'échelle. C'est parce que ce que vous avez dit là, on a besoin de gagner facilement. On ne travaille pas. Et tout part du savoir. Quand on sait, on est respecté. Quand on sait, on gagne rapidement et facilement. Ouais. Et tu as totalement raison parce que, tu sais, moi, j'ai un petit secret. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui pose 3 questions. La première, c'est comme ça que seulement je lui dis, tout récemment, j'ai rencontré quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et auprès de qui je voulais apprendre. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu lis actuellement? Quel est ton livre de chevet? Qu'est-ce que tu lis? Il me répond, je note. Je dis, OK. Donc, ces livres l'ont construit. La deuxième chose, je lui dis, qui est-ce que tu connais que tu penses que moi, j'aimerais connaître? Oh, il me dit tel, tel et tel. OK, d'accord, je note. Et après, la troisième chose que je lui dis, c'est, sans te gêner et sans t'encombrer, est-ce que tu autorises que de temps en temps, je revienne vers toi pour des questions précises dans tel domaine qui est mon domaine? Certains disent oui, d'autres disent non, d'autres disent on verra. La plupart disent oui. Mais j'apprends. Et les discussions sont très importantes. Tu vois, parfois dans un groupe, moi, ça provoque des débats. Mais ça peut être une question qui me préoccupe, je ne sais pas comment on fait. Mais dans les discussions, dans les apprentissages, il y a beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup le mot comment. J'aime beaucoup poser des questions dans comment. Genre, Thierry, comment tu as fait pour avoir NNP? Dans le comment, il y a beaucoup de choses que tu apprends. Parce que tu dis pourquoi, il peut te dire pourquoi il a fait. Oui. Mais dans le comment, il y a aussi comment il a fait, ou bien comment on peut bâtir la paix, comment vous avez réussi à réunir votre pays, comment... Et c'est très important. Apprendre des livres, mais aussi des gens. Parce que les gens sont aussi des livres ouverts. Et ils ont une connaissance extraordinaire que nous devons valoriser et apprendre. La troisième chose, c'est les valeurs. J'ai fait un effort, vraiment, même quand c'est difficile et que je ne réussis pas tout le temps, mais j'ai fait un effort pour incarner mes valeurs, l'intégrité, m'excuser, reconnaître mon tort et corriger, donner raison à quelqu'un, même si c'est mon ennemi, essayer de trouver dans la remarque quelque chose de positif, même quand c'est dur, la simplicité, vivre simplement. Et la dernière chose qui m'a aidé, parce que c'est personnel, c'est la connexion spirituelle. Moi, je crois qu'il existe un Dieu. Je pense que Dieu existe. Vraiment, je le crois. Et je pense pour moi que la plus grande religion, le plus grand message de la religion, quelle qu'elle soit, c'est l'amour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je suis arrivé à faire dans ma vie que je n'aurais pas réussi si je n'avais pas cette connexion spirituelle ou religieuse en tant que chrétien. Je ne veux pas ici promouvoir une religion quelconque. Je respecte toutes les religions et toutes les foi des gens. Je parle de mon expérience personnelle. Pour arriver à pardonner, par exemple, et à vivre librement, il a fallu que je puise ça d'une certaine connexion spirituelle. Finalement, en vivant sans pardonner, je vivais enchaîné, je n'étais pas aussi épanoui que j'étais. Pour arriver parfois à avoir du temps pour rentrer en moi-même, réfléchir, prendre conscience, mes moments de méditation m'aidaient. Non seulement que c'était... Tu finis après une méditation peut-être routinière au départ, mais après tu restes... Tu vois, tu te questionnes sur toi-même, tu te remets en cause.
Et c'est la dernière chose avec laquelle je veux finir. Prendre le temps, de temps en temps, de se reconnecter avec soi-même. Jerry, beaucoup de gens courent. On court tout le temps. Derrière l'argent, derrière ça. Très peu de gens prennent le temps de s'asseoir et de se remettre en cause. Si tu as une vision, évalue ta vie sur base de ta vision. Parce que c'est comme ça que tu sauras que tu as réussi ou pas. Si toi, Jerry, tu veux dire « je veux impacter le maximum de gens positivement au travers de la communication ou l'audiovisuel », dans la marche de NNP, parfois assieds-toi et dis « est-ce que je suis en train d'aller selon mes propres voies ?» J'ai eu une réunion tout récemment dans le cadre du festival La Manie avec quelques jeunes de la ville et beaucoup nous ont donné des remarques qui étaient intéressantes. Et je me disais « mais c'est comme ça qu'on avait commencé. » Dans la fièvre de l'action, nous avons oublié certaines choses. Nous avons fait des erreurs et nous avons réussi d'autres choses. Grâce à eux, remettons-nous en cause et travaillons. C'est important. C'est important. Enfin, individuellement, n'ayons pas peur de la solitude. Mon tout dernier livre que j'ai beaucoup aimé, c'est en anglais, ça s'appelle How to be alone, comment être seul. Je ne parle pas de la solitude dans la vie. Non, je parle de parfois acceptons d'être seul et de penser, de nous remettre en cause. Seul, assis sur ton canapé, seul, sans rien, en train de penser à ta vie, à ce que tu veux devenir, à ton avenir, à ce que tu as accompli, aux gens que tu as rencontrés, à ceux que tu as blessés, à ceux que tu as fait du bien. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu t'es pardonné? Beaucoup de gens ne le font pas. Et j'ai vu beaucoup de gens fuir leurs problèmes dans l'alcool parce qu'ils ne veulent pas avoir ce temps de lucidité où ils vont se reconnecter eux-mêmes, ou bien dans la drogue, ou bien dans des amitiés inutiles tout le temps qui deviennent encombrants. Même les amis, parfois, tu laisses l'autre même marié. Ma femme a ses moments à elle, moi j'ai mes moments à moi. Parce que pour qu'un couple réussisse, il faut que chacun réussisse. Pour qu'un couple soit en paix, il faut que chaque partenaire soit en paix. Et ça, c'est important. Et ça manque. Et vraiment, ça manque. Tu vois, ou tu marches seul, tu vas en ville, assis sur une pierre au bord du lac, à penser vraiment à tes choix, à ce que tu fais dans la vie. On court beaucoup, on critique beaucoup, on court derrière les événements, on est là derrière la popularité, les derniers statuts, les derniers trucs. Tout ça, c'est bien, je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais prenons du temps pour nous remettre en cause. Moi, je le fais de temps en temps. Moi, ça m'a aidé. Ces 4 choses m'ont aidé. Et bon, peut-être que ça va les aider aussi ou pas, mais moi, ça m'a aidé. Pour les jeunes de Goma qui te suivent à travers ces podcasts, c'est quoi le message que tu peux leur transmettre? S'il y a un message, juste un seul, ça serait quoi? Faisons de Goma une ville intègre et inclusive. C'est très important. Jerry, Goma n'est pas inclusive. Une partie de Goma se développe, mais pas tout Goma. Il y a des jeunes dans le fin fond de cette ville qui ne connaissent pas le peu de plaisir ou de joie ou de confort que d'autres jeunes connaissent. Et ne faisons pas de cette ville une ville où les inégalités vont être très criantes. Parce que c'est une bombe à retardement. Faisons de Goma une ville inclusive. Goma, c'est aussi... et ce que je t'ai dit, c'est aussi une remarque personnelle que je me suis donnée tout récemment. En allant visiter, tu vois, ces endroits... Tu vois, l'entrée du LPG, on a Pandakula, mais à l'opposé, tu montes là-bas, Turunga, au fin fond de la ville. Les gens ont besoin d'aide. Pas seulement d'aide, les gens ont besoin d'être reconnus aussi comme étant de Goma. Alors, faisons de Goma une ville inclusive. Que ces routes arrivent aussi là-bas, que l'eau arrive aussi là-bas. On m'a dit que dans beaucoup d'endroits, il y a déjà l'électricité, mais que ça arrive aussi là-bas. Que les belles écoles soient créées aussi là-bas. Que les écoles soient accessibles à tous. Que le transport soit accessible à tous et qu'il arrive là-bas. Que le prochain bureau de NNP soit là-bas. Que le prochain podcast soit avec un enfant de Ndosho qui n'a pas étudié, qui va le faire en Swahili ou dans le Ndosho, c'est une langue, moi je ne sais pas. Faisons de Goma une ville inclusive. Je sais de quoi je parle et j'ai envie d'en faire peut-être mon prochain défi personnel. Il y a une certaine beauté que nous voyons ici, à Goma, qui doit être maintenue et renforcée. Mais il y a aussi d'autres habitants de cette ville. Donc je reviens en disant, faisons de Goma une ville intègre et inclusive. Et dans l'intégrité, je parle de construisons nos maisons avec l'argent qui est la sueur de notre front. Vivons en paix avec nos voisins. Ne courons pas, ne cédons pas à la course effrénée de l'enrichissement rapide et facile. Ne brisons pas les amitiés et les relations pour des positionnements financiers ou bien non. Soyons intègres. Ça prendra du temps. Tu peux construire ta maison dans 20 ans et l'habiter dans le calme et la tranquillité. Et partageons.
Jerry, partageons. Tu peux pas avoir seul. C'est pas possible. Partageons autant que l'on peut. Notre temps, nos savoirs, nos connaissances, nos richesses. Donc faisons de Goma une ville intègre et inclusive. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Nyiragongo Goma Production. We are at home to your business success. Voilà, faisons de Goma une ville intègre et inclusive. C'était le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Vianney d'être passé à nos bureaux pour avoir ces moments de conversation vraiment très très profonds. Nous en sommes énormément reconnaissants. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Parfois aussi, en parlant, tu t'éduques toi-même. Voilà. Ouais, ça m'a fait du bien. Et j'espère ceux qui nous suivent à travers ces podcasts ont énormément appris des Vianney de cette discussion. Donc, retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur le compte SoundCloud et iTunes de Nyiragongo Goma Production. Aimez, partagez, téléchargez et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram en aimant tout simplement. Et sachez que si vous faites ça, vous n'aurez pas à rater les prochains épisodes du NNP Podcast. Salut à tous et en tout cas, essayez de faire Goma la ville inclusive et intègre. À la prochaine.